Bonjour tout le monde, c'est Guy Baillargeon, votre animateur Télé-Handicap pour une autre émission de Attention, je marche. Puis aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir un professeur émérite, en fait, un professeur de l'Université du Québec à Montréal, M. Jean Orvet. Bonjour, M. Orvet. Bonjour, M. Baillargeon. Alors, avec vous aujourd'hui, pendant les 30 prochaines minutes, on va explorer en fait votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce champ d'études si particulier que vous avez vraiment creusé, si on peut dire, et dont vous êtes peut-être un des pionniers au cours des 40 dernières années? Et aussi, dans quelle mesure est-ce que le fruit de ces recherches-là et de ces développements a fait la différence dans la vie quotidienne de la clientèle visée par des situations d'handicap et aussi par le fait qu'ils sont bien souvent isolés du reste de la population que l'on pourrait dire active. Alors, si ça vous convient, on pourrait aller de l'avant Parfait. dans ce sens-là. D'accord. Alors, si on parle, dans un premier temps, si on parlait de votre parcours, M. Orvet, donc vous êtes né en France, vous avez étudié là-bas et si je ne me trompe, vous avez, à la base, vous êtes instituteur, vous êtes professeur. C'est ça, exactement. C'était le terme qu'on utilisait à cette Oui. époque quasi antédiluvienne. On appelait les instituteurs. Il fallait suivre une formation à l'école normale d'instituteurs, qui était encore dans un processus de formation séparé de celui de l'université, qui s'est développé ensuite en France, puis dans à peu près tous les pays. Et puis, bon, évidemment, ça, c'est des études peut-être, c'est des études de premier cycle qui vous amènent à enseigner. Mais déjà, est-ce que dans le cadre de votre enseignement, est-ce que déjà vous avez eu la piqûre pour ce que vous faites aujourd'hui? Oui, parce que dans ma carrière, on peut dire, qui a commencé donc à Paris, puis ensuite en région lyonnaise, et aussi bien donc en milieu urbain que rural, j'ai toujours été beaucoup plus intéressé, intrigué par les élèves dont le philosophe Alain écrivait qu'ils s'accrochent dans les broussailles, que par finalement les élèves réguliers pour lesquels j'ai toujours eu le sentiment que on oui, on leur apporte des choses, c'est évident, mais en tout cas, i ils ont aussi beaucoup de moyens personnels pour développer leurs apprentissages. Alors que pour d'autres, pour plein de raisons diverses et variées, Oui. c'est plus difficile. Il faut prévoir des plans inclinés pour que, ils aient accès aux apprentissages, pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils attendent finalement du moment scolaire. Alors ça m'a conduit comme ça, aussi bien vers des enfants, fraîchement immigrés en France et issus d'autres cultures, avec d'autres, pratiquant d'autres langues dans leur famille, plus tard des élèves décrocheurs scolaires comme on le disait à l'époque, donc plutôt des adolescents, et puis pour finir, une dizaine d'années avant d'arriver à Montréal en 2012, dans un établissement spécialisé pour des élèves, qui ont reçu un diagnostic de déficience intellectuelle, d'autisme ou de troubles du développement en général. D'accord. Parce que, en fait, les élèves dont vous avez décrit les conditions, il ne faut pas penser qu'ils ne veulent pas apprendre. Donc, il y a quand même, mais ils apprennent de façon différente. Est-ce que, par exemple, vous pouvez donner un exemple pratique du chemin qu'il faut prendre pour enseigner à la clientèle ou aux personnes qui souffrent, par exemple, d'un trouble du spectre de l'autisme ou encore d'une déficience intellectuelle ou d'un retard intellectuel quelconque? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord partir de l'idée que le désir d'apprendre, il est universel, Oui, et il faut même le présumer, quoi qu'il en soit, et même s'il ne semble pas apparaître de façon très manifeste. Il faut présumer ce désir d'apprendre et y répondre avec une posture qui est ce qu'on appelle le postulat d'éducabilité, c'est-à-dire postuler, a priori, quelles qu'en soient les conditions de manifestation, que toute personne, enfant ou même adulte bien évidemment, va être en mesure d'apprendre quelque chose, de développer ses connaissances et va le souhaiter de toute façon. Après oui. la démarche pour y parvenir, je pense que, il y a à part on pourrait dire peut-être ces grands principes que je viens d'énoncer qui ne sont peut-être pas très concrets, la chose la plus concrète à faire, c'est de connaître la personne, d'approfondir, dans une relation, de confiance, dans une relation d'accompagnement, vraiment la compréhension
des voies par lesquelles chaque personne, dans sa singularité, passe pour accéder à ce qu'elle souhaite apprendre. Et à cet égard, quel que soit le diagnostic qui a été attribué à chacun, à chacune, il n'y a guère de transposition possible, il n'y a pas de règle générale qui pourrait s'appliquer mur à mur à tout le monde sans discernement. Euh, Au-delà évidemment des principes évidents que pour certaines personnes, il faut s'exprimer plus lentement que pour d'autres, et il va falloir raffiner un petit peu plus fin ce qu'on va leur proposer de réaliser. S'assurer par des rétroactions fréquentes que les personnes suivent bien le chemin qu'on essaye de leur indiquer. Oui. Mais j'allais dire, ce sont presque des choses qui vont qui sont frappées au coin du bon sens, finalement, tout simplement. Donc, moi, j'ai toujours été sensible à une expression, je parle volontiers de pédagogie clinique, et au sens, non pas médical, mais au sens de clinique, qui veut dire qui s'incline, c'est-à-dire qui prend en considération la personne telle qu'elle est, telle qu'elle manifeste ce commun, on pourrait dire, à l'humanité, du désir d'apprendre, mais chacun l'interprète, chacun le fait à sa manière. Donc, dans son individualité. Dans son individualité, je dirais même peut-être même plutôt dans sa singularité. Il y a quelque chose de très D'accord. singulier dans la manière dont chaque personne va vers les apprentissages. Et le rôle des pédagogues dans ces conditions-là, c'est d'assurer un contexte et des situations dans lesquelles on va pouvoir mobiliser ce désir d'apprendre et l'alimenter. Alors, Hmm. selon les personnes, ben ça peut être variable. Moi, j'ai eu affaire à une certaine époque, par exemple, pendant plusieurs années, des adolescents, alors qui n'avaient pas de diagnostic particulier, mais qui étaient totalement démobilisés et très amers, finalement, de ne pas réussir scolairement pour différentes raisons, peut-être sociales, familiales, que sais-je encore. En Oui. tout cas, ça ne fonctionnait pas. Mais la première des choses que je pouvais faire et que j'invitais les collègues du dispositif dont j'étais responsable à faire, c'était de remobiliser ce désir d'apprendre, c'est-à-dire de prendre au sérieux le fait que ces enfants, ces adolescents avaient la capacité d'apprendre quelque chose. On commet souvent l'erreur de penser que pour ces personnes-là, par exemple, il faudrait sans cesse simplifier les choses. Et puis on en vient finalement à leur donner des choses dont ils ne sont pas dupes et dont ils savent bien que ça n'a aucun intérêt. Donc il faut Ah, maintenir un haut niveau d'ambition, mais mettre en accompagnement, on peut dire, tout l'étayage, bien sûr, nécessaire pour assurer leur réussite. Et la réussite, dans ce cas-là, je pense que c'est toujours le principe de se dire, personne ne doit sortir d'une salle de classe humilié par une situation d'apprentissage. que c'est bien C'est dit. assez simple. Et oui, et donc, je reviens sur votre expression, le postulat d'éducabilité. Oui. Donc, c'est finalement, nous possédons tous en nous cette capacité, ce potentiel à s'éduquer, à être éduqué, à apprendre, d'apprentissage. Et comme vous le disiez si bien, par désillusion, peut-être par humiliation aussi. Il y en a Mhm. qui abandonnent, il y en a qui laissent tomber, il y en a qui font, ben, je vais aller faire peut-être les 400 coups, sinon je vais tout simplement me fermer à l'idée d'apprendre des choses. Et donc, c'est de raviver ce désir, en fait, de la flamme. Tout à fait. Il faut bien observer, et ça, on le voit aussi pour les personnes qui ont des Oui. diagnostics sur les troubles du développement. Il faut bien penser que radicalement, se mettre dans une démarche d'apprentissage. J'allais dire, on l'oublie chemin faisant parce que la vie nous donne plein d'occasions de l'expérimenter, puis on ne l'analyse pas à chaque fois. Mais se mettre dans une posture d'apprentissage, c'est d'abord accepter de se reconnaître, au moins intérieurement, implicitement, comme une personne qui est en défaut de quelque chose, qui d'une certaine manière, manque de quelque chose, Donc, une carence. qui a besoin de quelque chose. Et si on présume que le fait de l'acquérir, ça va occasionner de la frustration, de la désillusion, qu'on n'y parviendra pas, ben, les personnes préfèrent se rassurer en se disant ben, j'en sais bien assez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et à ce moment-là, l'apprentissage se bloque. Donc on a besoin en tant que pédagogue, et puis le terme le dit, hein, le pédagogue, c'est celui qui accompagne Oui. l'enfant, étymologiquement, mais peu importe, n'importe quelle personne, qui accompagne la personne vers la conquête des savoirs.
Et donc, pour ça, il faut pouvoir rassurer, euh, pour pouvoir, comment dire, combler ce risque de découragement initial et rassurer la personne pour qu'elle soit assez en confiance Oui. pour dire que, comme un peu à la piscine, je peux lâcher le bord et je vais pouvoir nager, je ne vais pas couler. Vous voyez. Ouais. Hein, c'est ça. Il y a une très belle métaphore qui a été développée par le philosophe Michel Serres il y a quelques années, dans les années 80, un livre qui s'appelait Le tiers instruit, dans lequel il explore cette notion justement de traverser. Apprendre, c'est traverser. Il prend la métaphore justement de lâcher le bord de la piscine et avoir suffisamment confiance pour flotter, pour pouvoir se diriger vers quelque chose, une autre assurance de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ça, c'est très intéressant. Euh, et, et donc, si je comprends bien aussi, c'est que ces grands principes ou ce principe d'éducabilité, puis de désir d'apprendre, ou les tactiques, les stratégies pour amener la personne à vouloir apprendre, à le stimuler, donc à tromper son ennui, si on peut dire, par une stimulation constante. Euh, Comment est-ce qu'on peut l'adapter si par exemple, j'ai un retard moteur, un retard, disons, d'apprentissage ou un TSA ou quoi que ce soit, comment les outils peuvent être adaptés en pratique, vous savez, là, c'est pratico-pratique, comme on dit. Comment est-ce qu'on s'y prend, en fait? Quelle est la recette? Quelle est la méthode? C'est ce qui est difficile à généraliser. C'est ce qui est difficile à généraliser. On serait tenté de dire, ben voilà, la recette faite comme ça, et ça va bien aller. Malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, il faut avoir exploré un peu tout ce qui constituerait, on pourrait dire, la boîte à outils de l'intervenant pédagogue. Oui. Euh, Je vous donne un exemple, oui, professeur. allez-y. Oh, oui, je vous en Un prie. exemple. OK. J'ai un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, je l'amène chez un spécialiste. Et Mhm. de quelle façon est-il pris en charge à partir du moment où je consulte? Là, vous prenez un exemple justement d'une situation qui peut être extrêmement variable d'un individu à l'autre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de trouble du spectre de l'autisme dans le langage médical. Allez-y avec une hypothèse. De toute façon, ce En n'est pas disant, moi, ce n'est pas vous ni moi qui faisons le diagnostic. non, Hein? non, c'est ça. Alors voilà, tout ce qu'on sait, le constat, on peut dire, et ce qui nous est transmis parce que c'est comme ça que cette condition est répertoriée, c'est qu'on va avoir affaire, de façon plus ou moins sensible, à des personnes qui risquent d'avoir des difficultés dans la compréhension et la participation aux interactions sociales. C'est la principale difficulté qui va se présenter, en particulier lorsqu'il va s'agir d'apprentissage. Oui, L'autre aspect, parce que ça fait partie du diagnostic sur ce qu'on appelle ce trouble, l'autre aspect, c'est le fait que ces personnes développent en général un ou des intérêts assez spécifiques, de façon plus ou moins intense, plus ou moins sur des choses plus ou moins mobilisables en termes scolaires. Donc, ça peut être là encore extrêmement variable. Donc, oui, c'est sachant cela que l'élève qui vit dans cette condition-là va devoir être observé pour repérer comment, comment favoriser une manière d'échanger avec lui ou avec elle, une manière de communiquer, de s'en faire comprendre et surtout une manière de le ou de la comprendre. Parce que d'accord. souvent, on agit un peu en pensant qu'il faut être dans le sens de la communication, de la prescription, on pourrait dire des choses. Mais il faut toujours considérer aussi qu'on a affaire à un sujet et que ce sujet est un sujet parlant qui peut exprimer des choses et qui va dans ce cas-là, dans l'exemple que vous donnez, les exprimer de façon qui peuvent être extrêmement surprenantes, extrêmement variables, verbalement pour certains, mais pour d'autres non. Donc, il va falloir, on pourrait dire, apprendre la manière de s'exprimer de cet enfant-là, singulier. Est-ce qu'il y va avec des gestes? Est-ce qu'il y va en montrant les choses? Il y en a qui vont assez vite à de l'écriture tout en délaissant finalement la parole orale.
il va falloir s'adapter. C'est un effort d'adaptation. Vous savez, moi j'ai coutume de dire que ce qu'on appelle le handicap, la situation de handicap, c'est celle qui nous incombe lorsqu'on est dans une interaction avec quelqu'un. Hein, quand on parle de déficience Oui. intellectuelle, d'autisme, on pourrait dire ben, ce n'est pas ce qui appartient à la personne, mais c'est ce qui, entre nous, va risquer de nous mettre un peu en difficulté. Il va falloir qu'on fasse et l'un et l'autre effort pour se comprendre. Alors, entre des personnes qui sont dans des fonctionnements, on pourrait dire, cognitifs assez semblables, quand nous discutons, bon, voilà, avec nos voisins, nos amis, etc., ça paraît ne pas poser de problème. Mais parfois, évidemment, il va falloir procéder à des ajustements et l'effort à faire, il est de part et d'autre. Donc, évidemment, j'écoute, j'observe. Exactement, exactement. Et je vais chercher à interagir le plus possible, c'est-à-dire à donner à cette personne, à cet enfant, le sentiment qu'il a vraiment part à la situation, Oui, qu'on attend quelque chose de lui ou d'elle, que ce qu'il a ou ce qu'elle a envie d'exprimer nous importe. oui, Donc, et c'est cette mise en relation qui va permettre de proposer, de comprendre les attentes d'apprentissage, de proposer des supports qui lui conviennent, ah, etc. Et là, vous comprenez qu'à ce moment-là, ça retourne les choses. C'est-à-dire que le pire serait d'arriver avec une idée préconçue sur ce qu'il faut lui, entre guillemets, administrer, comme s'il s'agissait juste de ouais. proposer un médicament. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, d'avoir créé par ailleurs des supports pédagogiques appropriés. Par exemple, une des difficultés qu'on rencontre avec des adolescents qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle et qui manifestent le désir d'apprendre à lire et à écrire, c'est on a du mal à trouver une littérature qui soit un bon support d'apprentissage pour eux, parce que D'accord. parce qu'ils sont adolescents, donc ils ont des intérêts qui sont ceux de cet âge-là, et ils ont des capacités d'entrer dans la littératie qui demandent qui appelleraient des textes qu'on adresse plutôt à des très jeunes enfants, alors qu'ils n'ont pas des contenus qui les intéressent beaucoup. Alors il faut créer ses propres supports. Moi, j'avais trouvé toutes sortes de façons de faire à partir de la bande dessinée, par exemple. Parce que, Oui, en général, des contenus de certaines bandes dessinées, en tout cas, ont des narrations qui intéressent les adolescents, mais en même temps, on peut aussi, on pourrait dire, faire une sorte de transcription de cette bande dessinée avec des mots qui sont assez simples ou qui sont bien choisis pour pouvoir apprendre des correspondances entre les lettres et les sons, etc. Vous voyez. Donc après ça, c'est toute l'inventivité magnifique dont les pédagogues doivent faire preuve. C'est un métier d'art, hein. ouais, c'est un beau défi. Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. Vous, attendez juste un peu. Je vous en prie. Pardon. Ah, c'est quelque chose qui me. Ça fait plusieurs jours que ça. Il y a beaucoup de pollen en ce moment. Désolé. Ouais, c'est ça, beaucoup de pollen, hein. Disons que les, les, les bronches, c'est mon petit côté faible, si on veut. Ah oui, je sais. Euh, donc, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est votre intérêt quant aux médias numériques. Oui. La façon dont vous avez travaillé cet intérêt en relation avec votre champ de recherche général. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, ça a commencé il y a un certain nombre d'années quand même, parce que c'est pas tout à fait nouveau. Et la première des choses, c'est que quand ces objets, on pourrait dire, ont commencé à faire partie de notre quotidien, hein, parce que ça existait depuis longtemps auparavant, mais avant que ça ne pénètre dans les classes, par exemple, ou que ça pénètre même dans les poches des uns et des autres, il a fallu du temps. Mais, en tout cas, à cette époque-là, j'avais évidemment, c'est normal, remarqué l'intérêt que mes élèves portaient à ces objets-là. Et en Donc, particulier, alors à l'époque, c'était des ordinateurs posés sur des tables, hein, oui. finalement, relativement grosses machines. Grosse machine, lourde et
qui coûtait très cher. Oui, absolument. Alors, quand dans les années 2000, on a vu arriver quand même les premiers ordinateurs dans des classes, ça suscitait beaucoup d'intérêt alors, différents niveaux, on pourrait dire, pour les aborder, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que cette magie là qui permet par une commande d'obtenir une réponse, enfin, quelque chose qui réagisse. Donc ça permet de développer tout un champ autour de la compréhension de ça, une sorte de démystification hein, Oui. minimale de comment ça fonctionne, ne pas en attendre des choses absolument magiques, mais savoir ce qu'on leur demande. Et puis, c'est une époque aussi où, du côté de la recherche, on peut dire, et puis des expérimentations, on a beaucoup misé sur l'idée que ces matériels allaient pouvoir apporter ce qu'on appellerait une compensation à différentes limitations. Ce que moi j'appellerais un usage prothétique, et de faire en quelque sorte que ces machines soient des prothèses Ils pour viennent des remplacer. voilà, remplace une fonction plus ou moins défaillante chez une personne. Alors, le cas le plus évident là, dans le monde scolaire, c'est par exemple tout ce qui peut permettre de soutenir justement l'expression des personnes à travers des tablettes qui disposent de petits pictos que la personne peut activer pour s'exprimer si elle ne peut pas oraliser, etc. Bon. Dans tous les champs, on pourrait dire, du handicap ont exploré ça, y compris d'ailleurs pour les questions de limitation d'incapacité physique, parce que ça peut aussi apporter des choses peut-être dans la robotique, des choses comme ça que je connais moins. Moi, pour ma part, c'est pas ma spécialité. Mais bref, on a beaucoup misé là-dessus. Il y a des choses très intéressantes qui ont été faites, mais beaucoup aussi, finalement, de déception, parce que dans le milieu scolaire, on ne prend guère le temps. On a guère le temps d'enrichir, par exemple, ces supports de communication avec des choses qui reflètent les intérêts et le vécu des personnes. Or, c'est ça qui compte le plus. Bon, signifier qu'on a envie de boire ou de manger, c'est pas très compliqué, même si on n'a pas de tablette, on savait le faire avant, il suffit Ouais. d'une poignée de pictogrammes pour pouvoir le dire. En revanche, quand un enfant a envie de s'exprimer sur ce qu'il a vécu, par exemple en famille, et qu'il arrive à l'école le lundi matin et qu'il a envie de le partager, ou à l'inverse, s'il veut raconter ce qui s'est passé à l'école, et faire au fond de sa vie une biographie, hein, une autobiographie, ben là, il faut vraiment prendre grand soin de collecter de nombreuses images, ou peut-être même des petites vignettes vidéo qui vont permettre d'être des supports d'élocution. Et ça, malheureusement, il y a eu beaucoup de tentatives qui ont été faites. Alors, lorsque c'est très encadré, on pourrait dire, par la recherche, par la mise à l'épreuve de façon de faire et tout ça, on obtient des résultats incontestablement intéressants. Mais après, quand on veut diffuser ces manières de faire on pourrait dire, la généralité, ben, on a beaucoup de mal à trouver des personnels qui se mobilisent pour faire ça. Et puis, il y a un troisième aspect qui a pas été qui a pas été beaucoup envisagé, et qui me semble intéressant. C'est surtout aujourd'hui où tout le monde même jusque dans la poche, finalement des ordinateurs, hein, nos cellulaires, c'est des Oui. ordinateurs. C'est de voir qu'est-ce que les personnes en font. Quel est l'usage qu'elles cherchent à développer spontanément? Qu'est-ce qu'elles ont compris, en général en grappillant à droite à gauche des usages qui peuvent en être faits, et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir en faire? Par exemple, des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer oralement, ben, la fonctionnalité de base du téléphone ne leur est pas très utile. C'est En vrai. revanche, pouvoir communiquer avec leur réseau habituel de relations en étant capable d'identifier des petits emojis, par exemple, pour exprimer leur assentiment à quelque chose, leur humeur, etc., ça peut déjà être plus intéressant. Mais surtout, dans les fonctionnalités vedettes, on pourrait dire qu'on voit chez les personnes, eh bien, il y a la photographie. C'est la première, on pourrait dire que c'est la première génération qui a un accès immensément facilité à la prise de vue, et donc à pouvoir échanger, s'exprimer sur la base de qu'est-ce que mon regard, au fond, a accroché, et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec autrui. Donc là, il y a toute une aide à apporter aux personnes pour non seulement utiliser ces fonctionnalités, mais aussi, évidemment, parce qu'elles sont très fortement reliées à tout ce qui est réseaux sociaux, les guider, les mettre en garde aussi si c'est nécessaire, Oui. par rapport à des risques
qui peuvent aussi survenir dans ces usages-là, comme on le fait comme on le fait aussi pour des Oui, enfants. Bon, oui. voilà. Donc là, il y a aussi La vie au niveau des enjeux par exemple, protection de la vie privée, absolument, ça, là. exactement, de la vie privée, de harcèlement, de Oui, toutes ces choses-là dont il faut qu'elles soient aussi protégées. Il y a eu un premier réflexe vis-à-vis de tout cela, à une certaine époque, dont je me souviens, en particulier dans des milieux de l'éducation, qui était de dire c'est le diable, surtout ça, on n'en veut pas, mangez-moi tout ça, on ne veut pas de ça à l'école. Et puis, ou dans les organismes qui organisent des activités pour ces personnes. Puis finalement, bah, la vague a tout emporté et la Mhm. meilleure posture, c'est plutôt d'apprendre à nager sur cette vague, c'est-à-dire de se dire, bah, finalement, au lieu de leur dire non, range ça, je veux plus le voir, je veux pas le voir à l'école, bah, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner comment dire, l'émergence et Oui, les bons usages, ce qui correspond à ce que la personne souhaite aussi. Alors, il y a exactement. beaucoup de. J'observe avec beaucoup d'intérêt et de gourmandise parce que je vois des gens, alors maintenant, je fréquente plutôt les milieux d'adultes en organisme communautaire, mais vraiment qui font preuve d'une inventivité tout à fait rafraîchissante. Ah bon? Euh, et puis, si on aime un peu ces choses-là, ce qui est mon cas, on peut assez facilement proposer à chacun et chacune, selon ce qu'on observe de ses attentes, de ses envies, là encore, on va essayer d'y répondre en disant, tiens, tu connais cette petite application, là, tu vois, on pourrait l'installer sur ton téléphone. Regarde, puis si ça te plaît, c'est bien, tu continues. Si ça te plaît pas, on l'enlève, c'est pas grave. Et puis, voilà. Donc, Ah, tiens, ça ça leur devient permet le de jeu de la prendre. nouveauté. Oui, puis alors c'est aussi une façon qui va qui va rejoindre d'autres actions, évidemment pas seulement celle-ci, mais qui va rejoindre toutes les actions qui vont favoriser l'autodétermination des personnes, c'est-à-dire leur Tout à capacité fait. à Tout faire à des fait. choix, à s'affirmer, à être créative, etc. Hein. Donc voilà. Donc, en fait, pour le plus grand bien Mhm. euh, de, de ces personnes et de ceux qui les entourent. Tout à fait, bien sûr, ouais. Parce que c'est un rôle aussi, par exemple, de rassurance, par exemple, vis-à-vis des familles, lorsque les personnes sont éloignées parce qu'elles font un séjour, des choses comme ça, pouvoir parler ou en tout cas communiquer quelque chose à sa famille en Oui, montrant ce qu'on fait, etc. Bah, je veux dire, c'est banal parce que tout le monde a envie de le faire, bah, elle aussi, évidemment. Et voilà. pour les familles, c'est très rassurant aussi de savoir que la personne est heureuse, que ça se passe bien et que on Oui, reçoit une photo d'une belle tout à séance fait. artistique ou autre, voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant de voir à quel point de là où on est parti, Mhm. parce qu'il y avait carrément, disons, une marginalisation des personnes en situation de handicap versus aujourd'hui, des décennies plus tard, où est-ce que non seulement les modes pédagogiques ont évolué, sont Bien sûr. améliorés sur la base des expériences, des enseignements. Et à ça est venu s'ajouter de la fameuse technologie dont vous avez parlé tout à l'heure, Ouais, le smartphone, en fait, les téléphones intelligents, comme on dit, c'est ça. avec toutes les applications qui, bien souvent, n'ont pas nécessairement été développées pour des personnes en situation de handicap, mais qui leur sont fort utiles. Voilà, utile. Donc, on invite nos auditeurs à s'intéresser à cette forme de communication et je pense que vous avez probablement, pour la plupart, déjà votre téléphone intelligent. Donc, restez à l'affût. Et sur ce, longue vie au postulat d'éducabilité. Oui. Ça Est-ce que vous me sera vrai. permettez d'ajouter juste un petit mot? Ben oui, C'est tout à fait. pour situer les choses, parce qu'on a parlé beaucoup de l'action là, du Oui, pédagogue, on pourrait dire, en direction de ces personnes, mais je crois beaucoup aussi au fait qu'il faut se convaincre que les choses avanceront essentiellement dans une perspective inclusive. C'est-à-dire à partir du moment où on pensera aussi les apprentissages, non pas seulement comme on l'a beaucoup évoqué aujourd'hui, en termes des acquisitions de la personne, mais aussi en termes de communauté. Comment on fait pour faire apprendre ensemble des personnes qui ont des allures de vie, des allures d'apprentissage qui sont diverses et variées, mais qui peuvent ensemble créer des projets, apprendre les unes des autres, on pourrait dire. oui. Euh, et ce sont des travaux, moi, que je mène essentiellement maintenant du côté des disciplines artistiques.
parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a des révélations absolument extraordinaires de talent et de travail et de créativité de ces personnes. Donc, c'est à surveiller. Ben Je ne vais oui, pas c'est me faire plus là-dessus, mais c'est à surveiller. Il y a beaucoup de choses qui absolument, vont absolument, c'est s'en à réaliser. surveiller. Puis tout ça, moi, j'aime ça dire le terme amour pur. Tout ça se fait dans l'amour pur de son prochain et puis dans un désir de venir en aide à, Mhm. à tout le monde, en fait, et puis plus particulièrement à ceux qui sont un petit peu plus démunis, donc, et qui ont de plus grands défis à relever que vous et moi. Écoutez, professeur Rovet, c'était vraiment, vraiment un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Attention, je marche. Ben, merci de m'avoir accueilli et puis longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, c'est ce qui met fin à notre émission. Alors, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.